Voilà, donc merci, bonjour à tous. Depuis 8 ans, nous faisons donc nos conférences de Avdit Sud-Est, qui était le développement en région d'une association qui se veut nationale. Et depuis 8 ans, ça marche formidablement bien avec Marseille et Aix, une année Marseille, une année Aix. Et donc, merci au barreau de Marseille cette année de nous accueillir. C'est donc une conférence qui est organisée en coopération entre la FDIT, mais aussi le laboratoire interdisciplinaire donc de droit des médias, dont Monsieur Hervé Izard, qui est ici présent avec nous, donc est un des principaux promoteurs. Grand merci à lui. L'AFDIT a toujours pour tradition de les fondateurs de l'AFDIT, il y a 35 ans maintenant, disaient nous sommes une société savante. Alors ça faisait un petit peu, je dirais, désuet. Mais pour eux, c'était très important d'avoir toujours le contact avec l'université, d'avoir une approche non seulement pratique pour les praticiens du droit, mais aussi toujours avec la référence de l'université. Et donc là, nous sommes pleinement dans la tradition de l'AFDIT qui consiste à examiner ces textes, à avoir l'apport de l'université, mais aussi comment ces textes se trouvent traités dans la pratique. Et donc, ce matin, nous avons donc d'abord une universitaire qui va parler avec nous, donc Madame Karine Favreau, puis nous aurons donc deux personnes de la pratique qui nous parleront dans les secteurs professionnels de comment cela fonctionne. Je dirai un mot de présentation de chacune des personnes avant leur exposé. Et nous avons aussi un intervenant du ministère de la Culture. Il faut savoir que beaucoup de ces textes, ces nouveaux règlements européens touchent au contenu. Et comme c'était du contenu, le gouvernement a délégué au ministère de la Culture, alors toujours avec le ministère des Finances, qui est un peu le grand maître d'œuvre de tous ces textes-là. Donc on aura une présentation sur comment tout ça a été géré et comment le ministère de la Culture, le gouvernement, intègre dans la loi française ces nouveaux règlements qui pleuvent effectivement de tous les côtés depuis quelque temps. Nous avons effectivement la profusion puisque dans le programme On a listé, il y a 6 ou 7 règlements depuis 2 ou 3 ans qui tombent les uns après les autres. Même notre président Mathieu, donc nous sommes censés être un petit peu des spécialistes de tout ça. Je veux dire, on a du mal à suivre. C'est quand même assez compliqué, c'est très abondant. Donc, ce sera extrêmement intéressant de commencer donc notre matinée avec la présentation de Madame le professeur Karine Favreau. Donc, Karine est professeure à l'université de Haute-Alsace, donc Mulhouse, professeure de droit public. Et doyen de l'université. Marseillaise d'origine et qui a fait ses études à Aix-Marseille. Donc voilà, la conjonction des astres est là. Elle est également responsable du master droit, parcours des métiers de l'administration donc dans son université. Je crois que vous avez un rôle important de doyen ou vice-doyen, donc vous m'avez dit hier dans l'université. Donc voilà, quelqu'un d'utile qui va nous parler donc d'un sujet que je trouve tout à fait passionnant. Donc dans tous ces nouveaux règlements, nous en avons choisi 2 qui touchent au droit des médias. Le nouveau cadre de la régulation des contenus numériques dans les règlements DMA et DSA. Alors, il va falloir s'habituer aux acronymes. Donc, DMA, en bon français, Digital Markets Act, et Digital Services Act. Je ne sais même pas si ça se traduit en français. On a pris l'habitude donc de ces acronymes anglais. Karine, Madame le professeur, nous vous attendons avec un grand intérêt. Si. Alors, je vais approcher mon micro. Bonjour à tous. Alors, oui, ça me donne l'occasion, et je remercie d'ailleurs à la fois l'AFDIT et le LIDEMS de m'avoir invité pour présenter alors, ces règlements, et en tout cas l'aspect régulation de ces règlements, qui est le nouvel aspect, finalement, la nouvelle approche juridique, et voire même la co-régulation, donc on va en discuter. Je suis ravie de me retrouver à Marseille parce que ça me permet de revenir chez moi. Je suis ravie de voir des étudiants que j'aurai en cours probablement le 12 février. Et j'étais d'ailleurs à leur place au XXe siècle. Donc, je vois que le master a une longue vie. J'en suis la preuve vivante, puisque depuis très très longtemps, j'aime bien y revenir pour retrouver les étudiants.
Donc, merci au barreau de Marseille aussi de nous accueillir dans cette magnifique salle avec une technologie très performante qui nous permet d'enregistrer, je crois, Tout à fait. voilà, les communications. Et écoutez, sans plus attendre, on va s'intéresser à la régulation. Alors, l'intérêt, comme vous l'avez dit si bien, c'est d'avoir cette approche universitaire. Vous ne vous y tromperez pas, les slides sont des slides d'universitaires, pas de praticiens. Vous aurez du texte, du bon texte, et quelque part même l'ébauche de votre cours, si vous voulez. Donc, voilà. Alors, l'introduction à ce que je vais vous présenter, parce que je ne vais pas m'en tenir qu'au DMA et DSA, je vais vous apporter un petit peu le cadre de cette nouvelle logique. Et alors, bien sûr, au départ, on avait conscience que les activités et les communications numériques étaient totalement déterritorialisées avec la question du droit applicable et des juridictions compétentes. En réalité, l'Union européenne nous amène une reterritorialisation au sein de l'Union de ces activités et de ces communications. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Union européenne, dans le cadre du marché unique, nous apporte la volonté d'harmoniser les règles et avec finalement une cible particulière qui est l'utilisateur, le citoyen, qui va être au centre de cette reterritorialisation, excusez-moi, parce qu'en réalité, l'objectif, c'est d'appliquer des textes en vertu d'un principe qui est que dès lors que vous visez l'utilisateur européen, et c'est un marché très juteux, puisque ça concerne 450 millions d'utilisateurs, dès lors que vous visez l'utilisateur, vous appliquez le droit de l'Union européenne. Donc, ça reterritorialise, puisque ça permet à des entreprises qui sont situées en dehors du territoire de l'Union, dès lors qu'elles visent l'utilisateur européen, d'être soumis au droit de l'Union. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce marché unique qui repose sur sur le traité de fusion des textes de l'Union européenne et qui va reposer sur 3 piliers en donnant une compétence à la Commission et au Parlement. Et ça a été signalé à de nombreuses reprises avec une profusion de textes, c'est-à-dire, bien sûr, une inflation législative pour construire ce marché unique. Ce qui nous intéresse, c'est maximiser le potentiel de croissance de l'économie numérique. Et effectivement, on est dans ce pilier-là. Donc, comme je vous l'ai dit, ce dénominateur commun, c'est viser ce public. Le territoire ciblé, donc celui des utilisateurs, et chaque structure qui vise les utilisateurs européens doit désigner un représentant légal au sein de l'Union européenne pour y appliquer effectivement l'ensemble des textes. L'objectif des textes, c'est d'ouvrir le marché, bien sûr, d'ouvrir le marché des GAFAM qui sont responsables des traitements de données, des grandes plateformes, qui sont bien sûr désignées comme des grandes plateformes ou, dans le cas du DMA, comme des gatekeepers, c'est-à-dire des contrôleurs d'accès. Et l'objectif aussi, c'est de lutter contre les contenus illicites pour garantir, in fine, la liberté de choix des utilisateurs. N'oubliez pas que l'utilisateur est véritablement la cible et l'objectif, c'est garantir sa liberté de choix qu'il n'a pas et notamment la capacité de contester ces marchés qui sont fermés sous forme d'écosystème. C'est une véritable économie de l'attention. Vous en êtes tous convaincus, puisque l'objectif, c'est de vous fidéliser dans le cadre de ces marchés, de ces écosystèmes, et on va y revenir. C'est une économie de l'attention particulièrement tentaculaire, dont le nerf de la guerre sont les données, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Cette économie est insidieuse et offensive. Pourquoi ? Parce que elle déjoue la confiance de l'utilisateur qui n'est pas encore véritablement aguerri aux règles de ce droit de l'Union européenne et qui n'a pas fait encore l'effort de se transformer en consommateur totalement captif et passif, en sujet de droit, c'est-à-dire en véritable acteur de cette économie numérique. Or, les textes de l'Union européenne vont conduire à ce que l'utilisateur devienne un des acteurs du marché. Alors, ce que vous identifiez comme une profusion de textes législatifs représente en réalité ce que l'Union européenne qualifie de stratégie des petits pas, la politique des petits pas, c'est-à-dire qu'on construit progressivement ce marché unique
avec des textes structurants qui soient sectoriels ou totalement transversaux. Et ces textes apportent toujours davantage à cette logique pour, en réalité, construire cette harmonisation de règles par la voie des règlements. Et donc, ce qui signifie juridiquement que l'on va traduire ce qui existait déjà dans le cadre de directives et qui correspondait à une coopération finalement des États en une véritable stratégie d'harmonisation sous la forme de règlements. Donc on transforme progressivement les directives en règlements avec une difficulté qui est la négociation, bien sûr. Négociation qui est extrêmement longue. Pourquoi ? Parce qu'il y a finalement les représentants des industries, mais pas seulement, avec les États qui chacun fait valoir sa propre culture. Et donc, ça signifie que pour adopter un règlement, il faut bien 3-4 ans, voire plus, parce que tout se joue déjà avec un texte qui est posé par la Commission, amendé par le Parlement et le Conseil, dans le cadre d'un trilogue avec des négociations, pour arriver à un texte final qui parfois a été largement amendé en cours de route et qui correspond finalement pas nécessairement à la logique de départ, mais comme tout type de loi ou de règlement, c'est-à-dire vous avez une ambition et un texte à la fin. L'ambition, vous la retrouvez dans les textes européens, dans les considérants, et le texte final dans les articles. Donc généralement, si l'ambition vous intéresse, allez lire tous les considérants de ces règlements qui sont plutôt passionnants, qui vous expliquent dans quelle logique s'est construite cette politique des petits pas. Alors, l'idée, c'est véritablement d'avoir une nouvelle approche, qui est une approche globale, de créer des systèmes, enfin une approche systémique en fait, et d'ailleurs on parle d'écosystème. Ce système va identifier tous les acteurs concernés, c'est-à-dire, quand je parle d'acteurs, n'imaginez pas seulement les plateformes. Les plateformes sont des acteurs, bien sûr, sont des acteurs cibles, mais pas seulement. Il y a également les autorités administratives indépendantes qui sont des acteurs. Il y a également les États qui ont un rôle à jouer dans la définition finalement de ce qu'on entend par contenu illicite, par haine en ligne, par, j'ai envie de dire, tout ce qui relèverait de la culture des États. Il y a également toutes les entreprises utilisatrices qui gravitent autour des plateformes et qu'il faut prendre en considération. Les utilisateurs, bien sûr. Et puis surtout, ce modèle systémique va identifier les infrastructures concernées, c'est-à-dire les réseaux, les systèmes algorithmiques, sans oublier le cloud qui permet de stocker les données et qui va identifier les données. La donnée représente finalement bien la sève de ce système, puisqu'on a tous ces acteurs qui sont en interdépendance. Et pourquoi sont-ils en interdépendance ? C'est parce qu'entre ces acteurs circule la donnée. Et quand on parle de données, il y a effectivement les données personnelles, mais pas seulement, les données non personnelles aussi, les métadonnées, les données altruistes qui apparaissent dans des règlements de l'Union également, ou les mégadonnées, le big data. Et donc, ces données-là forment la sève de ce système et sont l'enjeu finalement de ce marché, puisque celui qui possède les données, quelles qu'elles soient, parce qu'elles permettent de toute façon d'identifier des usages, des performances de système, des utilisateurs, celui qui dispose des données dispose finalement de la puissance économique. Alors, l'idée, encore une fois, c'est de réguler ce marché. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais que veut dire la régulation ? C'est qu'on appréhende un système global. Et ce système global doit bénéficier d'un cadre juridique qui lui est adapté, c'est-à-dire pas très rigide. Il faut qu'il soit robuste, ce cadre, avec des grands principes qui sont posés et en même temps avec une réglementation suffisamment souple pour absorber toutes les évolutions du marché. Et ce système doit être stable, puisque nous sommes quand même dans un état de droit. Il doit opérer dans un système où le juge n'est pas absent, puisque le juge garantit le respect de ses droits, bien sûr. Et de ce point de vue-là, le droit européen répond à toutes ces attentes en termes de régulation, c'est-à-dire on a un cadre réglementaire, des textes de droit souple, on va le voir, et puis surtout derrière un deuxième niveau de régulation qui est celui du juge, c'est-à-dire lorsque le droit souple n'est pas suffisamment opérationnel pour garantir tous les dysfonctionnements du marché. En fait, le droit souple vise à garantir le fonctionnement, on va dire, structurel de ce marché, garantir la structure, ce sans quoi le marché est défaillant. Et en réalité, le deuxième niveau de régulation, c'est un niveau de régulation qui est conjoncturel, où tout ce qui est passé à travers les mailles du filet dans ce premier niveau de régulation, tombe dans les mains du juge.
Alors, voilà pour la stratégie des petits pas. Vous voyez, ça se construit. Alors, j'ai pris quelques exemples, hein. Mais on commence par le RGPD, avec ce règlement de 2016 qui pose quand même une logique très particulière et qui structure en fait ce marché unique et l'ensemble des règlements qui vont suivre, et qui est relatif à la circulation des données personnelles et à la protection des données personnelles, et qui est accompagné d'un règlement de 2018 qui est passé sous silence, qui n'a pas trouvé vraiment son public, et que l'on va retrouver dans d'autres règlements, notamment le règlement de Data Governance Act, où on va aller vers la gouvernance finalement de ces données. Et donc vous voyez, on construit progressivement avec la proposition de Data Act. Pourquoi le Data Act? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas opérer de distinction entre les données personnelles et non personnelles, et qu'on était face à des données. Et que plutôt que de segmenter ou de faire des catégories, eh bien l'intérêt c'est d'appréhender la donnée. Et quand on appréhende la donnée, eh bien, on peut y apporter un droit qui est beaucoup plus structuré et qui n'est pas rempli des injonctions contradictoires que l'on connaît jusqu'à présent, où on doit à la fois protéger, sécuriser, ouvrir, partager, ce qui en fait ressemble à de la contradiction. Parce qu'on ne peut pas partager et sécuriser en même temps, alors qu'en fait, c'est tout l'enjeu de cette économie numérique. Et donc, le Data Act, qui met longtemps, qui est en gestation, eh bien, est censé justement remédier à ces injonctions pour prévoir un droit de la donnée, et effectivement, qui sera porté in fine par le projet de règlement relatif à l'intelligence artificielle, qui vient rajouter tout le contexte eh bien, des systèmes algorithmiques, c'est-à-dire que la donnée, bien sûr, ne fonctionne pas comme ça. La donnée atteint ses utilisateurs, atteint le marché, selon les systèmes algorithmiques, avec des effets qui peuvent amplifier certaines communications, certaines activités, ou même segmenter le marché ou fermer l'accès au marché. Et dans la stratégie des petits pas, et c'est pour en venir finalement à ce dont je vais vous parler aussi, eh bien, c'est pareil en ce qui concerne le marché et les contenus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a commencé par le règlement P2B, où s'est intéressé finalement eh bien, aux fournisseurs et aux plateformes, en essayant de déverrouiller ce marché dès le départ, qui était fondé sur des classements par les algorithmes, et qui empêchait certains producteurs d'avoir accès, enfin de pouvoir mettre sur le marché leurs produits. Et puis, en réalité, on s'est intéressé aux consommateurs par la directive Omnibus de 2019. Et puis également, maintenant, l'idée, c'est de regarder tous les acteurs du marché, c'est-à-dire d'aller vers les entreprises utilisatrices qui fournissent ces plateformes, et de ces plateformes, aller vers l'utilisateur. Et c'est tout l'enjeu du DMA et du DSA, qui s'intéresse pour le DMA à l'ouverture du marché, c'est-à-dire ouvrir les écosystèmes, et en fait pénétrer la porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, elle est en fait verrouillée par ce que l'on appelle les gatekeepers, qui sont des contrôleurs d'accès. Et ensuite, s'intéresser au contenu, et au contenu illicite, c'est-à-dire ce qui est illicite dans la vraie vie, eh bien, est illicite en ligne, de la même manière, ce qui signifie que là aussi, on ne cherche pas nécessairement à moraliser le net, ni à éradiquer tous les contenus qui seraient illicites, mais en tout cas ceux qui sont appréhendés par la loi, pour faire en sorte eh bien, que ce qui est respecté dans une vie matérielle le soit également dans une vie dématérialisée, et bien sûr sur les réseaux sociaux. Alors, la problématique, c'est quels sont les outils méthodologiques mis en place par l'Union européenne pour caractériser cette approche par la régulation, c'est-à-dire cette approche écosystémique. Alors déjà, il y a un changement de paradigme que l'on voit d'emblée dans le RGPD, c'est qu'on change de logique, on passe d'une logique de police administrative qui vise à appliquer la norme vers une logique de mise en conformité, où là, c'est la structure qui doit veiller à se mettre en conformité et rendre des comptes. On est typiquement dans le principe d'accountability, et on n'est pas censé avoir une autorité qui sert de gendarme, en réalité, pour dire « tu appliques la règle, tu ne l'appliques pas ». Ce qu'on cherche à mettre en place, c'est finalement responsabiliser, et ce mot est entre guillemets parce que vous allez comprendre pourquoi, responsabiliser la structure dans son environnement,
pour se mettre en conformité avec les textes, mais vraiment dans son environnement, avec un principe qui est de dire que les grandes entreprises, donc les grandes plateformes, mettent en place des barrières pour éviter les dysfonctionnements en raison d'un principe qui est celui du coût économiquement acceptable, ce qui veut dire qu'on n'exigera pas la même chose des grandes plateformes que des petites entreprises. Et on passe d'une logique de régulation, alors là, je mets régulation entre guillemets, parce qu'en France, dès lors que c'est une autorité administrative qui est une autorité de régulation, on est quand même dans de la pure administration. Donc, ce n'est pas vraiment de la régulation au sens américain du terme, et en tout cas au sens où on peut le comprendre dans les règlements européens. C'est la raison pour laquelle on va plutôt vers de la supervision, qui est la co-régulation, où l'AAI, enfin l'autorité administrative indépendante, va accompagner les structures à respecter les textes et à se mettre en conformité. Et les sanctions, elles sont là que pour assurer la survie du système, dans le sens où l'objectif, c'est d'accompagner, c'est pas de sanctionner. Donc, on accompagne et on devient un superviseur et on devient surtout un acteur. Une autre conséquence de cette logique, c'est sur les enjeux de responsabilité. Alors, ce qui nous fait tomber notre responsabilité conséquentialiste ou causale, comme vous voulez, qui est remise en cause. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, d'une part, il faut trouver quelle est la personne responsable, et ce n'est pas toujours évident. Et si vous m'avez suivi depuis le début, vous avez plusieurs personnes responsables. Quand en réalité, vous avez un contenu illicite qui va circuler sur les réseaux sociaux, et que ce contenu illicite, il est relayé par les utilisateurs. Ça le rend viral, et il n'en demeure pas moins que l'utilisateur est donc un acteur, ce qui n'était pas le cas dans les médias du XXe siècle, et c'est lui qui contribue à le rendre, pas plus illicite, mais à changer d'échelle et à amplifier ce contenu, qui en réalité au départ était résiduel. Donc, ne pas considérer que l'utilisateur est un acteur, c'est déjà une faute dans le sens où on ne peut pas bien appréhender la responsabilité. Dès lors, l'idée de ces règlements, c'est de passer de cette responsabilité conséquentialiste à une responsabilité pour comportement, pour rôle, pour engagement, qui est fondée sur les acteurs. Et donc, vous comprenez que cette responsabilité conséquentialiste, qui est celle que vous connaissez traditionnellement, elle est ex post. Et donc, elle est là pour, une fois que les comportements ou les dysfonctionnements sont avérés, pour sanctionner ces comportements, alors que là, l'objectif, c'est de regarder le comportement des acteurs ex ante, donc a priori, et de poser les bonnes obligations pour que les acteurs, en raison d'une analyse préventive de leur système, puissent adapter leur comportement et se mettre en conformité. Alors, là aussi, l'objectif de cette régulation, c'est saisir les écosystèmes, s'en saisir pour les ouvrir, et pas seulement les entreprises. Ce qui est visé, c'est l'effet réseau. L'effet réseau qui est constitué par les échanges de données et les flux de données de tous les éléments d'un écosystème. Pourquoi ? Parce que l'écosystème, ce sont des plateformes hybrides qui ont des activités à la fois de place de marché, de réseaux sociaux, de messagerie, mais pas seulement, qui en réalité ont également des activités techniques. Et tout cet effet réseau est pris en considération pour caractériser cet écosystème. Donc, on ne peut même plus parler d'entreprise, on parle d'écosystème. C'est-à-dire qu'on sort de la logique du droit de la concurrence, qui est un droit ex post, pour aller vers une autre logique, qui est celle d'appréhender tous les acteurs du réseau. Se saisir des contenus illicites pour éviter leur propagation, éviter leur viralité. Puisque sur les réseaux sociaux, l'objectif, c'est de rendre le contenu accessible à tous. Et dès lors qu'il est illicite, vous comprenez la place qu'il va prendre dans le débat. Et en fait, l'objectif, c'est justement de réduire cette place et de remettre ce contenu illicite à la place qui lui revient. Et quand je parle de contenu illicite, ce n'est pas nécessairement le problème, parce que les contenus audio, on les a identifiés. En fait, le vrai problème, ce sont les contenus gris, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nécessairement illicites, mais qui peuvent entraîner des comportements illicites. Et ce sont ces contenus-là qui sont peut-être les plus complexes à identifier. Se saisir des intermédiaires, on va y revenir.
et organiser les différents niveaux de régulation. N'oublions pas que nous ne sommes plus dans un droit français, mais dans un droit de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'il faut articuler 2 niveaux de régulation pour que ce soit performant, et en laissant sur des stratégies européennes la main à la Commission, qui est en fait une autorité de régulation. Définition des principes directeurs de cette nouvelle approche. Principe de transparence, bien sûr, qui est le principe, le socle. Alors, transparence, parce que c'est un terme qui reflète ce qu'en France, on a appelé dans la loi pour une république numérique la loyauté, mais pas seulement. Ça reflète à la fois la loyauté, mais en plus la diversité, le pluralisme, la diversité d'accès au contenu. Et on est sur quelque chose qui traite aussi de la neutralité, de l'égalité, de la discrimination. En fait, ce principe de transparence est un principe vraiment important et structurant, accompagné d'un autre principe qui est le principe de prévention, puisqu'on va voir l'objectif de cet écosystème, c'est quand même de s'intéresser à la prévention des risques par des analyses de risques, et ensuite le principe de proportionnalité, puisque l'objectif, c'est quand même de prendre des mesures adaptées à l'objectif, c'est-à-dire au risque que l'on a identifié. Et se poser toujours la question, ce que ne fait pas nécessairement le législateur français, qui est de dire, est-ce que la législation que je suis en train d'adopter, est-ce qu'elle concourt à l'objectif vers lequel je veux tendre ? Et ça, c'est très caractéristique, par exemple, de la loi sur la haine en ligne, qui a été invalidée très largement par le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions n'étaient pas proportionnelles à l'objectif à atteindre, qui était de lutter contre la haine en ligne. Et à partir de ce moment-là, eh bien, comme le dispositif n'est pas proportionnel, en réalité, il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire dans une société démocratique, et il faut trouver un dispositif proportionnel. Et bien sûr, la reconnaissance du rôle de l'utilisateur. Alors, je vais aller très vite parce que je vous ai déjà dit l'essentiel. Comme je vous ai dit, j'ai une approche universitaire, donc avec des slides à n'en plus finir. Mais ceci dit, retenez bien que le RGPD organise vraiment cette mise en conformité et cette stratégie qui est une stratégie préventive avec la nécessité d'une étude d'impact, d'une analyse d'impact, pour essayer justement d'identifier quels sont les dysfonctionnements avant même qu'ils se réalisent, et d'être dans une stratégie finalement d'évitement, plutôt que dans une stratégie de responsabilité ex post. Et la mise en conformité, ça signifie que dès lors que vous avez mis en place cette stratégie préventive avec l'analyse d'impact, eh bien, vous allez poser les bonnes barrières pour éviter la réalisation de ce risque. Alors, bien sûr, les bonnes barrières, vous les connaissez, c'est le data minimizing, la pseudonymisation, l'anonymisation selon les cas, selon le type de données. Et l'idée, c'est véritablement éviter d'engager sa responsabilité par une stratégie qui est ex ante. Vous savez quels sont les principes du RGPD. Au-delà du principe de privacy by design, qui là ne m'intéresse pas vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ce principe d'accountability. La mise en conformité, c'est rendre des comptes. Vous rendez des comptes sur la manière dont vous appliquez les textes, pour vous mettre en conformité avec le texte et surtout en fonction de votre environnement. Et bien sûr, quand je vous parlais de cadre souple, on est typiquement là-dedans. Pourquoi ? Parce que, en réalité, il faut valoriser le droit souple. Le droit souple, ça passe par des chartes de bonne conduite, des codes de bonne conduite, des pactes de conformité. Ça passe par des labels, des lignes directrices que l'on modifie, bien sûr, beaucoup plus facilement au gré des évolutions technologiques qu'un règlement ou qu'une loi. Et, par conséquent, le cadre réglementaire est un cadre qui permet au droit souple de prendre le relais et de s'adapter aux évolutions du secteur. Une analyse de risque est pertinente à partir du moment où elle est réalisée périodiquement. Si elle est figée en contemplation des pratiques et qu'elle reste à cet état-là, ça ne sert à rien. Les pratiques évoluent. Donc, il faut revoir les textes régulièrement pour intégrer de nouvelles pratiques. Et c'est là tout l'intérêt de ces textes de l'Union européenne. Alors là, je vais passer pour aller vers cette remise en cause de la responsabilité conséquentialiste qui finalement repose sur ce principe de prévention. Les acteurs vont identifier les risques. Donc, ils vont identifier tous les comportements à risque et c'est leur engagement dans cette identification
qui va susciter l'accompagnement de l'autorité de régulation et, in fine, la sanction si ce comportement n'est pas conforme aux attendus du texte. Donc, on passe d'une responsabilité application à une responsabilité sur l'évaluation ex ante du comportement des acteurs du système. Est-ce qu'ils ont bien identifié les risques? Est-ce que, par leur comportement, ils ne vont pas induire de nouveaux dysfonctionnements? Et par conséquent, vous voyez bien que ce n'est plus du tout la même logique. Et donc, le droit souple, d'une certaine manière, et c'est ce qu'a dit le Conseil d'État en 2016, dans les arrêts Fair-Vesta et Numéricable, il a bien dit que le seul fait de pouvoir avoir un impact sur le comportement d'un acteur, déjà, suffisait pour caractériser une norme de droit souple et pour emporter la compétence du juge. Donc, on est typiquement sur un changement de logique qui atteint même le droit français, qui au départ touche les autorités de régulation, mais aujourd'hui finalement toutes les autorités administratives. Ce qui veut dire qu'on restructure, sous l'influence du droit européen, profondément notre droit, et notre droit français, voire même le droit administratif, où les normes de droit souple vont aller dans des domaines régaliens, là où on ne les attendait pas, et pas simplement dans des secteurs économiques. On se rend bien compte que différentes branches du droit sont gouvernées par les risques, et dans la mesure où il y a une approche qui est beaucoup plus probabiliste aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant, où elle était beaucoup plus déterministe, puisqu'on réglementait ce que l'on connaissait et on ne cotait pas en probabilité, aujourd'hui, le seul fait d'être face à des systèmes probabilistes suppose que l'on va adapter la règle aux probabilités de réalisation de ce risque. Et donc, seul le droit souple peut opérer ce changement, en tous les cas, de façon robuste. Alors, pour en revenir maintenant à l'apport du DMA, mais très succinctement, parce que je vous ai quand même donné bien le cadre, en tout cas de cette régulation, mais, et je ne voudrais pas d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup parlé. Pas de problème. Pas de problème, donc je continue à beaucoup parler. En fait, l'intérêt du DMA, c'est justement de switcher, c'est-à-dire de passer d'une logique du droit de la concurrence à une logique de l'approche par la régulation. Pour autant, le texte du DMA est très intéressant parce qu'il utilise le vocabulaire du droit de la concurrence. Il parle d'entreprises. Mais en fait, ce ne sont pas des entreprises qui sont visées. Ce sont des portes d'accès sur un marché. Et l'idée du DMA, c'est de s'intéresser à ces acteurs structurants qui sont les gatekeepers, et simplement les gatekeepers, ce qui veut dire que ce sont eux qui vont fermer le marché et l'écosystème. Ils sont dans une position solide et durable sur le marché intérieur, et le texte du DMA fournit, bien sûr, les conditions pour être un gatekeeper, c'est-à-dire vous fournissez des services de plateforme essentiels. Là où le droit de la concurrence appellerait ça maison mère filiale, mais là, ce n'est pas du tout pareil. Ces services de plateforme essentiels se nourrissent des données de cette entreprise qui est ce gatekeeper et donc bénéficient de cette position solide et structurante pour fermer cet écosystème et emprisonner l'utilisateur dans l'écosystème. Donc, ce sont des entreprises qui fournissent des services de plateforme essentiels, qui ont un chiffre d'affaires ou une valorisation boursière très élevée et qui enregistrent un très grand nombre d'utilisateurs mensuels ou annuels pour les entreprises dans l'Union européenne. Et, ces contrôleurs d'accès fournissent au moins un des 10 services qui sont cités, qui sont les services de plateforme essentiels. Il suffit d'un qui soit sous les seuils quantitatifs pour que vous soyez qualifié de gatekeepers. Certaines entreprises ont plusieurs services de plateforme essentielle, d'autres n'en ont qu'un, mais ça suffit pour les qualifier de gatekeepers. Et d'ailleurs, le 6 septembre 2023, la Commission a désigné ces contrôleurs d'accès. Les voici. A désigné ces contrôleurs d'accès avec leurs services de plateforme essentielle. Donc, vous voyez Alphabet pour Google, Maps, Play, Google Shopping, mais également Chrome, Google Android, YouTube. Et vous voyez, en fonction de ces contrôleurs d'accès, qui sont au nombre de 6, vous avez tous les services fournis qui sont ces services de plateforme essentielle.
Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 10, il suffit d'en avoir un et passer au-dessus des seuils. Alors, passer au-dessus de seuil, c'est pas si évident que ça, et on voit bien sur le marché qu'il y a des services qui sont en dessous des seuils, mais qui sont des gatekeepers en devenir. Et là, ce sont des critères qualitatifs qui permettent finalement à la commission de revoir la qualification de gatekeeper au bout de 3 années finalement d'activité, et donc de revoir le positionnement et de qualifier le gatekeeper, et donc de les qualifier de gatekeeper et de les soumettre à des obligations. Mais en même temps, la liste qui avait été publiée par la commission était plus importante que ça, parce que, par exemple, elle intégrait Samsung. Et il y a une négociation qui a été entreprise qui fait que Samsung a démontré qu'il n'occupait pas cette qualité de porte d'accès, et Samsung a été retiré par la commission de la catégorie des gatekeepers. Ce qui signifie que ce n'est pas parce que la commission décide, si derrière il y a une négociation qui est entreprise avec ces structures, ces structures peuvent sortir de la qualification des gatekeepers, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur appliquer le DMA, puisque c'est la conséquence essentielle. D'accord ? Et évidemment, ces obligations, ce sont des obligations qui concernent le marché pour le DMA, ce qui signifie d'une certaine manière qu'on va lutter contre des comportements qui sont des comportements anticoncurrentiels, mais en leur donnant finalement une autre dimension au regard de l'effet réseau. On va lutter contre, bien sûr, l'autopréférence, puisque, bien sûr, ces gatekeepers vont imposer leurs propres produits ou leurs services dans l'écosystème. On va, bien sûr, lutter contre l'absence d'interopérabilité, puisque ça aussi, c'est un nœud technique qui permet de pouvoir partager les données et en tout cas faire en sorte que les entreprises utilisatrices puissent réutiliser les données qui proviennent de ces gatekeepers, ce qui n'est pas toujours le cas, voire les gatekeepers ont pour fonction de bloquer l'accès aux données pour éviter aux entreprises utilisatrices, c'est-à-dire à nos startups européennes ou nos entreprises, d'avoir accès à ce marché et pouvoir développer elles-mêmes leur économie. Et enfin, l'idée, c'est justement que l'utilisateur puisse passer des contrats avec une entreprise utilisatrice sans être prisonnier de la plateforme. Et là, typiquement, c'est le cas des assistants vocaux. Lorsque vous êtes, par exemple, vous avez une enceinte connectée et que vous demandez à cette enceinte de vous jouer de la musique, si vous êtes abonné, par exemple, à Deezer ou à Spotify, il faut savoir que c'est cette enceinte qui va capter les données, qui va les conserver, ce qui veut dire que vos données utilisateurs et vos données d'usage et vos données de performance du système, c'est-à-dire quand votre requête échoue, vont aller directement à votre enceinte connectée et n'iront pas à l'entreprise utilisatrice qui, elle-même, en a besoin pour développer son système. Et l'objectif du DMA, c'est justement de permettre à ces entreprises utilisatrices qui sont prisonnières de ces plateformes de récupérer leurs données. Bien sûr, encore une fois, l'objectif du DMA, c'est d'ouvrir l'écosystème et ne pas figer en contemplation ces obligations, ce qui veut dire que là, je suis allée un peu trop loin dans le PowerPoint, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que si on voit que les obligations qui sont posées dans le DMA ne sont pas suffisantes, l'article 8 du DMA permet à la Commission de poser de nouvelles obligations en fonction des analyses de risque qui sont réalisées, des analyses de marché. Ce qui signifie que le texte n'est pas figé en contemplation. L'objectif, c'est de faire évoluer les obligations. Et notamment lorsqu'on constate que sur le marché, il y a encore des pratiques qui sont des pratiques contraires à la concurrence ou en tout cas contraires à l'accès au marché. Alors, sur le DSA, pour le DSA, on est dans la logique des contenus, pas du marché. On n'est pas sur le marché, on est dans le service et les contenus. Et donc là aussi, l'objectif, c'est d'une certaine manière, alors j'aime pas bien le mot, mais c'est de moraliser finalement les contenus. Alors pourquoi j'aime pas le mot? Parce que c'est pas l'objectif de moraliser, mais c'est de faire en sorte que tous les services qui circulent soient au moins conformes à la loi, répondent à des objectifs qui sont définis par les États ou même par l'Union européenne. Et là aussi, alors on ne vise pas les gatekeepers, on va viser les grandes plateformes.
Il n'y a pas nécessairement de connexion entre les gatekeepers et les grandes plateformes. Pourquoi? Mais parce qu'on ne vise pas du tout le même objet. Donc, on est sur deux types d'intermédiaires. Un intermédiaire qui est une porte d'accès et l'autre intermédiaire qui joue ce rôle d'intermédiaire pour des flux de services et de contenu. D'où la différence de vocabulaire qui a été donnée dans ces textes, puisqu'au départ, on pouvait se dire, mais pourquoi ne pas qualifier ces plateformes de la même manière? Mais parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et donc, au sens du DSA, ce sont vraiment les grandes plateformes qui sont soumises aux obligations les plus contraignantes. Et l'objectif de ce texte, contrairement au DMA qui est de viser que les gatekeepers et de laisser en dehors du DMA eh bien, toutes les autres entreprises utilisatrices dont l'objectif c'est quand même de préserver le marché européen, pour le DSA, vous avez un système d'obligations sous la forme de poupées russes, vous savez, que vous emboîtez, où les très grandes plateformes sont soumises aux obligations les plus contraignantes, mais ce qui ne veut pas dire que les autres plateformes ou les autres entreprises n'ont pas d'obligations. L'objectif, c'est vraiment de graduer l'obligation en fonction des critères qui sont fixés par le DSA. Et donc, le DSA va viser les grandes plateformes et les moteurs de recherche. Vous êtes soumis au DSA, c'est-à-dire aux obligations les plus contraignantes, dès lors que vous avez 45 millions d'utilisateurs. Là, vous voyez, les chiffres sont concordants, ce qui veut dire qu'on est sur l'utilisateur. Le DMA, le gatekeeper, c'est celui qui vise 45 millions d'utilisateurs. Les grandes plateformes s'adressent à 45 millions d'utilisateurs, c'est quand même concordant. Et bien sûr, ça va concerner les réseaux sociaux essentiellement, mais également les hébergeurs, les places de marché, les marketplaces, les fournisseurs d'accès Internet et les clouds. Et là aussi, la Commission a publié la liste de 17 plateformes concernées par le seuil. Alors, parmi lesquelles se trouve, vous l'avez compris, j'avais mis en rouge, en gras Zalando, justement parce que Zalando conteste sa qualité de grande plateforme, et d'ailleurs, vous allez nous en parler. Ce qui veut dire que, là encore, comme pour le DMA, des négociations sont en cours pour savoir si Zalando est une grande plateforme, en tout cas, si elle répond au seuil fixé par la Commission, et si, dans ces cas-là, eh bien, on va pouvoir lui appliquer les obligations les plus contraignantes, ou si on va passer dans le socle commun d'obligations, c'est-à-dire celui qui est réservé aux plateformes et qui n'est pas celui qui est le plus contraignant. Et là, encore une fois, comme je vous disais, les toutes petites entreprises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 50 salariés et moins de 10 millions de chiffres d'affaires annuels, eh bien, seront exemptées des plus grandes obligations, ce qui veut dire qu'on va niveler en fonction de ce qui est économiquement acceptable pour la plateforme avec le respect des obligations. Pour comprendre le DSA, il faut vraiment lire le considérant 12, qui nous montre vraiment ce que vise le DSA. Le DSA, c'est un contenu illicite qui est défini per se, pour ce qu'il est. Et en fait, ça vise tous les contenus illicites, les services illicites, que ce soit des discours de haine, mais également des services qui sont fournis aux consommateurs. Et vous voyez, la fin du contenu que j'ai mis, du considérant que j'ai mis en gras, c'est qu'il importe peu à cet égard que l'illégalité de l'information ou de l'activité procède du droit de l'Union ou du droit national. En fait, il est indifférent pour le DSA de connaître la nature ou l'objet précis du droit en question. On est sur quelque chose de très transversal et global, de systémique. On va analyser vraiment l'approche globale du contenu illicite et on va se référer au droit des États membres ou au droit de l'Union pour savoir ce qu'est un contenu illicite. Et pas du tout au DSA. Le DSA ne donne pas de définition au-delà de ça. Ces obligations sont effectivement la stratégie d'action avec des obligations réparties par famille, selon le nombre d'utilisateurs et les plateformes, alors avec une obligation de transparence qui s'impose à tous, avec, pour les grandes plateformes, bien sûr, une analyse annuelle des risques systémiques, avec des audits de réduction des risques et avec un accès des données, ce qui est quand même très intéressant à ce niveau-là. En fait, les chercheurs ont du mal à faire de la recherche sur les données et le DSA, en son article 40, prévoit que les chercheurs vont avoir accès aux données clés des interfaces de ces grandes plateformes. Ce qui signifie que, en fait, on pourra faire de la recherche sur les systèmes algorithmiques
de manière plus importante que ce que l'on peut le faire aujourd'hui, et parce qu'on a du mal à moissonner les systèmes algorithmiques de ces très grandes plateformes. Et donc cet accès, pour les chercheurs, est extrêmement important. Voilà. Et par ailleurs, l'idée, c'est donc, excusez-moi, d'identifier les risques. On ne saisit pas tous les risques. On saisit les risques les plus importants et pas tous les risques. Il y a encore des trous dans la raquette, avec l'objectif, bien sûr, d'interdire et de poser des obligations, interdiction de cibler les personnes avec des publicités en ligne fondées sur la religion, les préférences sexuelles, politique, santé, interdiction du ciblage des mineurs, ça c'est une obligation générale. Expliquer le fonctionnement des systèmes de recommandation, des algorithmes de recommandation mis en place par les plateformes, et avec un système de recommandation alternatif pour les très grandes plateformes. Ce qui veut dire que si vous êtes qualifié de très grande plateforme, vous devez proposer à l'utilisateur autre chose qu'un système de recommandation pour qu'il ait le choix. L'idée, c'est cette liberté de choix. Interdiction des dark patterns, ce sont les interfaces trompeuses. Les dark patterns, c'est-à-dire le seul fait de vouloir tromper l'utilisateur par des interfaces. Là, on pourrait se rapprocher du principe de privacy by design que l'on retrouve en droit des données personnelles. Mais en fait, c'est large, c'est comment duper le consommateur par l'interface. Et l'idée, c'est vraiment d'interdire toutes ces interfaces trompeuses dans le cas du DSA. Évidemment, expliquer les conséquences des algorithmes, la traçabilité, demander aux plateformes de tracer les biens et services qui sont fournis par les places de marché, et évidemment tout ce qui est modération avec le retrait des contenus illicites et avec une obligation d'harmoniser les outils de modération. J'ai bientôt fini, il n'y a pas de souci. Et donc, ça, je voulais expliquer. Les deux niveaux de co-régulation, vous l'avez bien compris, un européen, un national. L'idée, c'est que la commission qui se charge des très grandes plateformes et des gatekeepers soit relayée par des autorités de régulation nationale. Ces autorités de régulation nationale pour le DSA, c'est l'ARCOM pour la France. Pour le RGPD, vous saviez très bien que c'est la CNIL. Pour le DMA, la question ne se pose pas. Généralement, c'est l'autorité de la concurrence, mais ça peut être finalement tout type d'autorité, même l'ARCEP, dès lors que vous êtes sur la structuration du marché. Et cette commission, elle est assistée généralement d'un board, ce bureau qui en fait réunit tous les régulateurs nationaux dans le cadre de ce board pour assister la commission et faire des expertises, des analyses de marché. Donc deux niveaux de co-régulation. Et enfin, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler, mais en tout cas, je laisse ça à disposition mon PowerPoint sans aucun problème. J'en termine, c'est la conclusion. Quid de l'utilisateur? C'est la cible. Pour l'instant, il n'est pas en capacité de le comprendre. On lui a donné des droits dans le cas de l'empowerment, c'est-à-dire dès le RGPD, cette mise en pouvoir d'agir, qui en fait passe par un droit à la portabilité des données, à la contestabilité des écosystèmes. On envisage de consacrer un droit au paramétrage, ce qui est probablement la meilleure des choses à faire, à condition, bien sûr, d'expliquer à l'utilisateur quel est son rôle. Et vous l'avez compris avec, bien sûr, les choix qui ont été demandés à l'utilisateur ces 15 derniers jours, en tout cas, il y a quelques semaines, de choisir entre des contenus financés par la pub ou de financer soi-même les contenus. On voit bien que le rôle de l'utilisateur est d'autant plus important que derrière, on interroge le modèle économique de ces plateformes. Voilà. Merci de votre attention. Alors, je voudrais quand même souligner ici l'incroyable exercice qui vient de vous être fait. Merci à Karine, qui est un excellent ambassadeur, qui nous explique enfin, et c'est rare, la cohérence de tout ça. Elle vous explique d'abord par la politique de pas à pas comment s'emboîtent les uns dans les autres les différents règlements et quelle est leur logique. Alors j'ai dit tout à l'heure que même les praticiens qui sont censés et qui font partie d'associations juridiques sur la question ont vraiment du mal à se retrouver dans tout cela. Et là, enfin, aujourd'hui, coup de ciel bleu, on a quelqu'un qui nous explique la logique de ces textes les uns par rapport aux autres.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et surtout pour les étudiants qui sont là aujourd'hui, qui à qui peut-être on a ce type d'explications qui sont données, on vous explique également le changement du paradigme. Et le changement du paradigme, bon, c'est presque un mot usé, on dit souvent ce type de choses, mais là, véritablement, on a un changement de paradigme. C'est-à-dire que Karine nous explique cette logique du droit européen, la manière dont elle s'emboîte et se coordonne avec les droits nationaux. Et rien que ça, c'est incroyable parce que au quotidien, chacun d'entre nous, et les acteurs, nos clients, les entreprises, ont énormément de mal à se retrouver avec ces textes. Alors vous savez que la culture juridique n'est pas extrêmement répandue dans la société, dans l'écosystème économique. Nous, on a des clients qui viennent nous voir et qui nous posent des questions basiques et qui se trompent dans l'acronyme du RGPD, enfin, je veux dire, qui disent la RGPD, enfin bon, pour dire le niveau d'inculture qui existe. Et donc, ce changement de paradigme n'est pas du tout perçu. Les acteurs économiques ont beaucoup de mal, pour beaucoup d'entre eux, à réaliser, à comprendre cette logique, à savoir comment ça s'applique à eux et pourquoi c'est important. Ces explications qui sont données sur cette logique permettent également d'expliquer pourquoi il ne faut pas rejeter en bloc. Vous avez beaucoup de gens qui disent toute cette régulation, ce millefeuille législatif, et en plus les règles européennes qui viennent se rajouter à tout cela, c'est juste insupportable, intenable. Beaucoup de gens tiennent ce discours, et on peut le comprendre parce que c'est effectivement assez complexe, mais cette espèce de logique qui vous a été expliquée aujourd'hui est extrêmement importante. Je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire, ça sera peut-être l'objet du débat tout à l'heure.